Le but de cette première conférence, c'est d'étudier un peu, de regarder deux exemples de startups qui ont essayé d'inclure l'art au cœur de leur business model, qui ont essayé de faire de la création au sens large un outil pour créer de la valeur culturelle, de la valeur sociale, mais également de la valeur économique. Et on se trouve en effet aujourd'hui à la confluence en fait de deux tendances. D'une part, une infiltration en fait de l'art dans notre société. C'est ce que le philosophe Yves Michaud qualifie sous l'expression d'art à l'état gazeux. Son homologue Gilles Lipovetsky parle lui d'esthétisation du monde. En tout cas, c'est cette infiltration des enjeux esthétiques, artistiques dans nos sociétés, dans notre vie professionnelle, tout autour de nous. Et puis évidemment, la deuxième tendance, c'est les nouvelles opportunités qui sont offertes par le digital et les technologies de la communication. Donc ici, aujourd'hui, on a deux exemples d'entrepreneurs qui ont essayé de faire se rencontrer la création, le digital, l'innovation. Donc Sonia Rameau, qui est une professionnelle aguerrie de l'économie digitale, qui a créé Artistix, va nous parler un peu de son expérience à travers donc, cet exemple de la plateforme web qu'elle a créée en octobre 2013, qui connaît depuis un succès certain. Et puis Ronan Evoarnou, le cofondateur du Salon Rouge, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vous avez eu l'occasion de suivre en tout cas son aventure et le développement de cette aventure au fil des mois. Le Salon Rouge, qu'est-ce que c'est ? D'abord, certains connaissent, mais sans doute peu d'entre vous. En fait, c'est une association que j'ai lancée l'année dernière, en mars 2013, avec un ami qui était à Sciences Po. Et nous avons développé l'association depuis lors, depuis un an. Le principe, c'était en fait à la base de créer des événements qui avaient une forte valeur ajoutée, à la fois artistique, mais aussi esthétique et sociale. Et donc on a créé le Salon Rouge, qui est un mix entre une soirée, une exposition et une rencontre. Et l'idée, c'est de le répandre ailleurs qu'à Paris. Pour l'instant, on organise tous les vernissages dans des grands appartements à Paris. L'idée, c'est de créer un réseau, de créer en fait une communauté de gens pour qui l'esthétisme est un intérêt profond, avant l'art peut-être d'ailleurs. Et c'est là que le digital va jouer un rôle, mais en fait pas avant. C'est-à-dire qu'on part du concret, de la rencontre, du physique, pour ensuite relier tout ça avec des outils digitaux. Alors nous, on ne part pas du physique, mais on part du digital pour aller éventuellement vers l'expérience physique. Mais la plupart de ce qu'on fait sur Artistix, c'est quand même sur le digital et sur le web. Donc artistix.com, c'est un site qui permet de faire la promotion d'artistes contemporains, vivants, et de vendre leurs œuvres d'art en ligne uniquement. Nous n'avons pas pignon sur rue, nous n'avons que pignon sur web. Et tout ça en fait une expérience relativement complexe aujourd'hui, mais que nous avons voulu tenter. Donc c'est un vrai challenge que l'on va essayer de relever, ce qui n'est pas forcément de turbo, mais très intéressant. Donc l'idée, c'est que c'est un site sur lequel nous sélectionnons des artistes. Il y a un comité de sélection qui sélectionne les artistes. Nous essayons de rentrer entre 1 et 2 par mois en ce moment. Les artistes sont des sculpteurs, des peintres, photographes, dessinateurs ou encore céramistes. Donc des artistes français et étrangers. Et nous faisons la promotion de ces artistes aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque c'est ce que le web permet, notamment le développement et la promotion à l'international. Lorsqu'un artiste est sélectionné pour rentrer sur le site, nous allons mettre en place tout un système qui permet sa promotion. Et notamment, on commence par une vidéo. Et c'est là qu'on se différencie le plus, je pense, par rapport à toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. C'est que nous essayons de rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus concrète et, nous l'espérons, persuasive. Et donc cette vidéo fait à peu près 3-4 minutes. Et donc on la met en ligne en même temps que le profil de l'artiste. Donc l'artiste va être représenté avec sa bio, son historique, les concours qu'il a pu passer, les prix qu'il a pu avoir, les expositions qu'il a pu faire. Donc soit vous pouvez choisir d'aller chercher l'œuvre dans l'atelier de l'artiste, soit nous allons vous l'envoyer, évidemment,
On met en place tous les systèmes d'assurance de l'œuvre et de l'envoi sécurisé par des transporteurs spécialisés qui vont le faire. On fait beaucoup d'opérations marketing, puisque, encore une fois, nous n'avons pas pignon sur rue. Donc nous allons envoyer des newsletters régulières à nos abonnés. Tous les 15 jours, on envoie une newsletter, soit pour présenter un nouvel artiste, soit sur une thématique donnée, autour de quelques œuvres qui sont sur le site. Et puis on va aussi aller chercher des clients potentiels, des collectionneurs que nous n'avons pas dans notre base aujourd'hui, sur des bases extérieures. On travaille aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc nous avons aujourd'hui 21 000 abonnés, likers sur Facebook, sur 2 versions, une version anglaise et une version française. Nous travaillons aussi pas mal les réseaux sociaux sur Pinterest, LinkedIn, et on travaille en partenariat avec Artnet et avec Google Open Gallery. Donc nous avons un certain nombre de nos artistes sont représentés sur Google Open Gallery, donc d'une manière assez différente de ce qui est présenté sur Artistix. La première question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport aux origines du projet en fait. Je crois que Sonia, vous avez une pratique amateur de sculpture et vous avez une solide expérience dans le web. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et comment est-ce que cela a été déterminant dans l'élaboration de votre projet ? Il y a 2 ans, je me suis dit que c'était peut-être le moment parce que ça commençait à bouger aux États-Unis, en Angleterre. Il commençait à y avoir quelques plateformes qui se développaient, qui avaient l'air totalement intéressantes. Alors, certaines plateformes qui étaient des agrégateurs de galeries, donc qui n'est pas du tout notre modèle, puisque nous agrégeons des artistes en direct. Nous faisons la promotion d'artistes totalement en direct. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire en France. Et donc, je me suis rendu compte que peut-être on pouvait allier le web d'une part et la difficulté de certains artistes à se mettre en avant, et qu'on pouvait mettre en avant de très bons artistes sans forcément qu'ils ne passent par des galeries, et que ça pouvait très bien aussi compléter le travail des galeries de toute façon. Donc on a lancé Artistix là-dessus. Voilà. Alors Ronan, toi par contre, tu es venu en fait à l'art non pas par la pratique artistique, mais plutôt par le travail en galerie ou l'établissement d'une galerie à Londres. Quels ont été les points négatifs qui t'ont amené à te dire on était arrivé à un moment où il fallait repenser le modèle de la galerie aujourd'hui ? La galerie, c'est un modèle déjà avec ses habitués dans un lieu propre. Chaque vernissage, finalement, est un peu un restitué des mêmes individus avec le même lieu, le même galeriste, la même ambiance. Donc je voulais quelque chose qui puisse changer et qui soit beaucoup plus accueillant, où il y ait du partage et qui soit renouvelé. Il y avait aussi une dimension économique. À Londres, j'avais une frustration assez forte qui était que toutes les galeries avec qui j'ai pu travailler, je savais qu'à moins de 15 ans, je ne pourrais jamais acheter une œuvre dans ces galeries-là. Je me suis dit que finalement, on pouvait peut-être acheter une œuvre à 22 ans. C'était peut-être pas une folie et que beaucoup de gens devaient en avoir envie. Donc on est parti sur un modèle qui permettait, avec une réduction des coûts par le lieu, de proposer des œuvres à ceux qui en voulaient et qui n'étaient pas forcément financiers à City, quoi. Donc là, on est devant un parterre d'étudiants en école de commerce. Donc évidemment, la question qui nous intéresse tous, c'est comment est-ce que vous tirez du revenu de vos activités, comment est-ce que vous vous financez, et même en amont, est-ce que vous avez eu recours à une source de financement externe, outre vos fonds personnels, votre propre investissement. Donc je pose cette question à vous, Sonia, compte tenu de l'importance de votre structure. Alors, le modèle économique associé à Artistix, c'est un modèle de galerie relativement classique, hein, même si nous sommes une galerie en ligne. Nous prenons une commission sur les ventes d'œuvres d'art, voilà, tout simplement, qui est à peu près la moitié de celle que prennent les galeries physiques. Donc pour les galeries physiques, on est autour de 50%, c'est ça, voilà, ouais, donc entre 25 et 30%. Sachant que chaque artiste qui nous rejoint n'a rien à payer au démarrage. Nous offrons les vidéos, etc. et toute la mise en ligne. Voilà. Et on a vu en fait dernièrement des plateformes en ligne, notamment américaines, qui ont eu des financements assez importants, plusieurs millions pour Paddle 8, 6 millions je crois de dollars pour Paddle 8, donc vraiment des sommes importantes. Voilà, donc est-ce que c'est une piste en tout cas qui vous intéresse ? Vous aimeriez être approché par des investisseurs pour donner plus d'ampleur à votre projet ? Ou est-ce que vous êtes contente de garder justement cette indépendance pour l'instant ?
Alors, dans un premier temps, en fait, le financement d'Artistix s'est fait principalement en fonds propres. Donc, j'ai financé le démarrage de la société. J'en finance les développements pour l'instant. Donc, effectivement, ça n'est pas forcément toujours très facile. On fait attention à ce qu'on dépense. Je pense qu'à horizon d'1 an, on sera probablement amené à aller chercher des investisseurs. Alors, soit des business angels, soit peut-être des capitaux risqueurs, mais plutôt des business angels, je pense, dans un premier temps. Alors, effectivement, les montants dont vous parlez sont très élevés. Je pense que les Américains ont quand même un petit peu d'avance sur nous. Dans un premier temps, je pense qu'on serait plutôt à la recherche de 500 000 euros, voire 1 million d'euros, mais pas. Donc, c'est comme beaucoup de startups sur le web. Hein. On investit d'abord, ça dure quelques années, et après ça, la rentabilité arrive petit à petit, mais la rentabilité directe tout de suite, je crois que ça n'existe pas. Cette absence de rentabilité, pour le moment, c'est dû aux freins qui persistent encore au sein, dans l'esprit des acheteurs potentiels. Enfin, le geste, en tout cas, d'acheter une œuvre d'art sur Internet n'est peut-être pas encore... Oui, je pense que c'est relativement nouveau. C'est un des derniers marchés à arriver sur Internet, hein, le marché de l'art. Donc c'est difficile. On a évidemment à se confronter au fait que tant que l'amateur d'art n'a pas la possibilité de voir l'œuvre, c'est toujours assez difficile de prendre une décision d'achat lorsqu'on ne peut pas toucher, percevoir l'œuvre en réel. Il faut qu'on puisse substituer une expérience différente, mais qui soit aussi attirante sur le web qu'elle peut l'être dans le monde réel. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait des vidéos. C'est la raison pour laquelle aussi nous allons essayer d'innover sur la partie technologique. Et ça nous paraît très très important parce qu'il y a quand même encore un frein à effectivement acheter une œuvre d'art en ligne, surtout pour des montants importants. Voilà, puisque nous sommes dans une tranche où les montants sont relativement importants. Le panier moyen sur Artistix est de 2 500 €. En tout cas, il y a de belles perspectives de progression. Je crois que, c'est même sûr, Laura Hiscox évalue pour 2018 à 4 milliards de dollars le chiffre d'affaires des galeries ou des plateformes de vente d'art en ligne. Donc ça laisse présager de bonnes choses pour le développement en tout cas de ce business. Ronan, par contre, toi, la manière dont tu tires des revenus, ou tu envisages de tirer des revenus, c'est déjà sur un droit d'accès au salon, c'est ça ? Nos revenus, ils sont tirés pour l'instant des entrées. Donc on a acquis un capital assez réduit, mais tout ce qui nous sert à l'organisation. Là, d'ici l'année prochaine, l'idée est de consolider un peu les fonds propres pour pouvoir se développer ailleurs. Sachant qu'il y a besoin de très peu d'investissements, il y a un petit fonds de roulement, mais c'est vite récupéré, donc ça va. Alors est-ce que tu envisages la vente des œuvres durant le salon, ou tu te vois plutôt comme un intermédiaire entre l'artiste et la personne qui serait venue au salon et qui aurait repéré justement une œuvre, ou le travail de cet artiste pour ensuite engager un échange avec l'artiste? Alors on vend les œuvres directement comme une galerie en fait. Le soir même, par contre, on ne prend pas du tout de commission. On investit des fois dans l'accrochage, mais on ne demande rien à l'artiste. Alors, si on se développe et en entreprise, évidemment, on le fera. C'est pas une idéologie, disons, de ne pas le faire. Après, il y a la possibilité aussi de servir de l'événement pour promouvoir des galeries qui viennent, qui louent un espace. Voilà, ça dépend de l'ampleur après que ça peut prendre. Tu parlais dans ta présentation du développement futur de Salon Rouge à Londres et à Berlin, avec l'idée donc de réunir une sorte de base de données sur les participants, ou des informations en tout cas, de la data sur les participants à ce salon. Est-ce que ça pourrait être une piste en tout cas pour monnayer ou tirer du... En fait, c'est la piste première, a priori. Effectivement, de créer cette cohésion, une sorte de club international, quoi. Mais pas forcément fermé, en fait. Voilà. En fait, j'ai monté le Salon Rouge avec un ami qui fait de l'économétrie. Alors lui, dès le début, était passionné par cette idée d'étude des données. Tout dépend, voilà, de comment on va se développer, mais effectivement, la base première de ce qu'on peut acquérir, ça va être ça. C'est finalement, on a cette donnée-là sur les gens et comment les mettre en lien, faire que quand vous déménagez ou que vous allez passer un week-end à Berlin, vous vous retrouvez dans un salon rouge ou un événement labellisé et que vous trouviez des gens qui
qui font partie de cette communauté-là. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur le profil type en fait des participants enfin, des acheteurs d'Artistix et des participants au Salon Rouge? Est-ce que c'est des participants ou des acheteurs qui sont très différents des acheteurs habituels de l'art en galerie ou dans les foires? Quelles sont leurs spécificités? Quel est le profil de cet acheteur Artistix, Sonia? Je crois qu'il y a un gros avantage sur le web à pouvoir d'abord visualiser quand on veut, où on veut, et à prendre un risque qui est un petit peu différent de celui qu'on prendrait quand on va dans une galerie. Donc globalement, on va avoir des personnes qui sont relativement peu initiées et qui viennent apprendre sur le web à travers Artistix. Et puis, il y en a d'autres qui sont des acheteurs beaucoup plus, je dirais, courants et qui complètent un petit peu ce qu'ils voient déjà dans les foires et dans les galeries. Quelle est la tranche d'âge en fait qui se tourne vers Artistix pour acheter? Je pense que c'est très varié. On a des jeunes qui ont envie de commencer à acheter de l'art et qui le font en ligne pour la première fois. Et on a aussi des gens pas si jeunes qui achetaient plutôt de l'art classique et qui ont envie de se mettre à l'art contemporain, n'y connaissent pas grand-chose, et donc sont très intimidés par tout, je dirais, l'environnement de l'art contemporain aujourd'hui, et ne sont pas forcément dans l'art conceptuel, donc ont envie de se rattacher à un art un peu esthétique, où il y a une certaine forme de maîtrise technique, et je pense que c'est ce que nous proposons sur le site. Donc ce sont des gens qui, effectivement, viennent nous trouver sur le site. Voilà. Du coup, comment est-ce que tu arrives à créer cette idée de club privé en fait, si des gens arrivent, ne se connaissent pas forcément, comment fais-tu pour les mettre à l'aise et les rendre réceptifs aux propositions artistiques présentées dans le cadre de la soirée? Alors les gens, en fait, à la base, il y a plusieurs moyens de recrutement des venus, des gens qui viennent. Alors, il y a les gens que je connais, que des amis vont connaître et qu'ils invitent, etc. Et finalement, rapidement, ça se ramifie. Après, on s'associe aussi avec des revues ou des jeunes entreprises. Donc, eux aussi vont attirer du monde, les artistes vont attirer du monde. Et finalement, ça se ramifie très rapidement à Paris et tout le monde finit plus ou moins par se connaître. Donc les gens, il y a une centaine, entre 100 et 120 personnes qui viennent à chaque fois. Les gens vont rester 2, 3, 4 heures. Ils ont le temps de faire le tour. C'est-à-dire qu'ils font un premier tour, ils vont discuter, etc. Ils reviennent, ils peuvent discuter avec l'artiste entre-temps parce qu'il s'est libéré. Donc il y a une expérience qui est beaucoup plus étendue. On voit avant, sur les événements, on peut aller voir le site. On en est informé un mois à l'avance, il y a une newsletter. Donc il y a toute une expérience des œuvres qui est là. Un des points communs également avec vos deux startups, vos deux concepts, c'est la proximité que l'internaute ou le participant peut avoir avec l'artiste. C'est ce que vous présentiez comme un fort élément de différenciation, Sonia, par rapport aux autres plateformes. Est-ce que vous pouvez à nouveau revenir sur cet élément? Oui, il y a plusieurs choses. D'une part, on propose à l'amateur d'art qui vient sur le site un chat en ligne, donc on peut le conseiller sur un artiste ou une œuvre, donc ça lui permet d'avoir vraiment une relation directe avec nous, pas encore avec l'artiste, mais déjà avec nous. Et puis, évidemment, on fait du conseil par téléphone, via mail, etc. Et puis on organise donc des visites dans les ateliers des artistes. Et l'idée, c'est vraiment surtout de donner le maximum d'informations en direct à l'amateur d'art par rapport à tout ce que l'artiste a envie de donner comme information. Donc plus on a d'informations sur le site, plus on est content. Donc ça, je crois que quand vous allez dans une galerie, vous avez la chance de voir l'artiste très souvent le jour du vernissage, mais après vous n'avez plus ce contact direct avec l'artiste. Et donc nous, on essaye d'avoir ce contact direct qui peut être, je dirais, là, inhérent à n'importe quel moment. Voilà. Vous vous définissez pas comme une galerie, mais comme une plateforme en ligne. Qu'est-ce qui vous différencie Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes
aujourd'hui une galerie en ligne. Et donc, il n'y a plus tellement de différence. À la différence que vous n'avez pas de stock, c'est ça? Alors, nous n'avons pas du tout de stock. Tout est réparti dans les ateliers des artistes. Et donc, lorsqu'une œuvre est achetée sur Artistix, elle part directement de l'atelier de l'artiste vers l'amateur d'art qui l'a acheté. Aujourd'hui, je crois qu'on est quand même le modèle de la galerie en ligne qui n'a pas pignon sur rue, mais qui a pignon sur rue. Et justement, est-ce que vous envisagez justement de déployer une présence de votre galerie sur des stands, des foires ou des salons physiques? Oui, alors a priori, nous n'avons aucune vocation à avoir une galerie physique, mais par contre, on va certainement compléter la promotion du site Artistix par des événements éphémères qui pourront... ça va dépendre un petit peu des opportunités, mais surtout ça va aussi dépendre des artistes que nous représentons, et s'il y a des occasions de les représenter dans certaines foires, nous allons le faire. Est-ce que justement vous avez une relation à vos artistes comme une écurie en fait? Est-ce que vous essayez de les valoriser auprès d'institutions culturelles, ou est-ce que vous vous contentez, c'est déjà une grosse part du travail, de les mettre en relation avec des acheteurs? Alors, en fait, l'idée c'est de les promouvoir, donc quelles que soient les personnes auxquelles on va essayer de les promouvoir, l'idée c'est qu'ils aient de plus en plus de visibilité, aussi bien en France qu'à l'international. Donc si on peut avoir des relations avec les fondations, avec des musées, avec des gens qui font de la gestion de patrimoine et qui choisissent d'aller vers l'art, etc. On le fera parce qu'on est là pour les promouvoir. Ronan, tu es sur un créneau qui est vierge ou quasi vierge. Je crois qu'il y a une ou deux autres initiatives en France. Mais c'est vrai que ce concept du club privé mêlant art, musique, potes, etc. est pour le moment assez peu défriché. Il y a nos concurrents directs. Effectivement, il y en a. Je les connais pas beaucoup. J'ai découvert... Alors, en fait, il y en a un, il venait souvent et puis il a décidé de faire la même chose. Bon. De l'espionnage. Oui, mais bon, c'est plutôt gratifiant. Oui. Je veux dire que c'est bien. Mais sinon, concurrence directe, je connais pas. Par contre, concurrence en direct, il y en a beaucoup. Le modèle de la galerie en appartement, c'est pas nouveau. On s'en différencie parce que notre but n'est pas de vendre des œuvres, en fait. Donc on n'est pas une galerie. Mais il y a un environnement, effectivement, de galeries en appartement qui existe. Sonia, par contre, donc vous êtes sur un secteur où il y a déjà de gros acteurs qui sont installés. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces acteurs? Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que ça rogne sur votre part de marché? Moi, je pense que ça prouve que le marché est là et qu'il est en train de se développer. C'est un marché relativement naissant quand même. Ça ne fait pas très longtemps que les acteurs sont sur le marché. Je crois qu'il y a plusieurs typologies de plateformes en ligne. Donc, je le disais tout à l'heure, des plateformes qui agrègent des galeries. C'est le cas de certaines plateformes américaines ou françaises. Il y a des agrégateurs d'artistes, comme Artistix. Il y en a d'autres aussi aux États-Unis, en France et en Asie. Et puis, il y a aussi donc, la concurrence des galeries offline, bien sûr. Mais je pense que la galerie offline, finalement, on est quand même extrêmement complémentaires. Je crois que le marché est en train d'évoluer. On va peut-être aller vers un petit peu moins de galeries offline qui seront au rez-de-chaussée avec une belle vitrine. On aura beaucoup plus de galeries éphémères ou de galeries d'expositions en appartement, d'événements associés à la vente ou à la présentation d'œuvres d'art. Et ce sera complété par les plateformes en ligne. Et je crois que ce que ça va permettre surtout, c'est l'élargissement du marché. Donc il va y avoir de plus en plus de gens qui vont acheter de l'art en ligne, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a de plus en plus, il y a aussi toutes les plateformes de vente aux enchères en ligne qui représentent un chiffre d'affaires assez important, qui grossit de jour en jour. L'intérêt de tous ces acteurs, c'est de faire croître et d'élargir le marché. Donc on fait partie de ce marché, et donc en fait les acteurs qui arriveront à se sortir de ce marché, ce sont des acteurs qui arriveront à générer suffisamment de volume pour que les commissions en volume puissent arriver à créer la rentabilité. J'ai l'impression vous avez peut-être
c'est la même d'ailleurs, qu'on assiste dans tous les domaines du marché de l'art et de la culture, finalement, une effervescence d'innovation, que ce soit d'ailleurs dans des galeries, dans des regroupements de galeries, que ce soit en ligne, physiquement, notamment dans les maisons de vente aux enchères, qui sont un marché traditionnellement extrêmement tassé, presque réactionnaire. Il y a même là des innovations. Et finalement, on en retrouve un peu partout qui se mélangent, et c'est pas évident de discerner où tout ça va. Il y a une effervescence qui est extrêmement satisfaisante. Ça va prendre du temps. Je pense que ça prend du temps parce que quand même le marché est très organisé, assez structuré. Donc là, évidemment, en arrivant avec des plateformes web, on bouscule un peu tout ça quand même, il faut reconnaître. Mais je pense que les galeries vont venir petit à petit réfléchir à la manière dont on peut éventuellement même travailler ensemble. Je pense que c'est jouable. On est très complémentaires, on n'adresse pas du tout les mêmes marchés. Parce que le marché qu'on adresse sur le web, c'est un marché international de facto. Et donc, on va aller chercher une clientèle plus internationale. Vous avez fait le choix, vous, dès l'origine, de vous ouvrir au marché international? Ah, tout de suite, oui. En fait, le site est sorti en français, en anglais. Donc, tous les textes sont en français et en anglais. Toutes nos newsletters sont faites en français et en anglais. Pour nous, c'est totalement indispensable et ça ne paraissait impossible de faire autrement. C'est peut-être le moyen aussi pour la scène de l'art, marché de l'art français de revenir en avant. Oui. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Merci beaucoup Sonia, merci Ronan d'avoir participé à cette première conférence. Voilà, je tenais à remercier également à nouveau la collection Société Générale et Aurélie Depuy pour le soutien qu'elle a apporté au BDA. Et puis évidemment toute l'équipe du BDA qui a participé à l'organisation de cet événement, Anaïs Paul qui est au Brésil en ce moment, mais qui a piloté l'événement, Pauline de Gourcuff, Laetitia Emery, Marguerite Lefort, Marianne Dupasquier. Voilà, j'espère avoir oublié personne. Merci à tous.